Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 34 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui on va parler de voyage en solo. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que la plupart du temps, lorsque je pars à l'étranger, j'y vais seul. Et en plus j'ai écrit un bouquin sur ce sujet-là qui s'intitule « Pourquoi voyager seul ?» Et donc pour parler de ça aujourd'hui, j'ai invité Cynthia dans le podcast. Donc depuis l'âge de 20 ans, elle passe pas mal de temps à l'étranger, elle a vécu un peu à Malte, elle a pas mal voyagé, etc., etc. Et en fait, cette année, en 2015, elle a décidé de partir voyager seule en Asie pendant plus de 5 mois, je crois. Elle va nous raconter ça exactement. Et dans l'interview, elle va nous parler un petit peu de son parcours, pourquoi elle a décidé de partir comme ça, à l'aventure toute seule. Elle nous dira aussi un petit peu toutes ces aventures qu'elle a vécues en Asie, notamment au Vietnam, où elle a fait un truc un peu de dingue, que même moi je sais pas si je l'aurais fait, mais elle nous dit ça à la fin de l'interview. Et puis voilà, je pense que ça va inspirer pas mal de gens qui hésitent encore à partir seul, à pas partir seul, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça fait peur, est-ce que ça vaut le coup, etc. etc. Vous allez voir que c'est un mode de voyage que Cynthia apprécie maintenant beaucoup. Donc voilà, sans vous faire plus attendre, on y va pour l'interview. Allô ? Oui. Cynthia ? Oui, c'est moi. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, impeccable. Bon, un petit peu malade, mais ça va aller mieux. Bon, alors Cynthia, toi t'es une grande voyageuse. Et en fait, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais juste nous dire un petit peu quel âge tu as, tu viens d'où et quel est un peu ton parcours, on va dire un peu plus scolaire, les études que tu as faites ? Ok, donc je m'appelle Cynthia, j'ai 27 ans, plus pour longtemps parce que j'approche des 28 dans quelques jours. Pour mon parcours, j'ai fait des études dans le tourisme. Donc j'ai fait un BTS et ensuite une licence en tourisme international. Après cette licence, en fait, donc j'ai fait un stage à l'étranger de 5 mois sur l'île de Malte. Pendant ces 5 mois, j'ai travaillé dans une agence d'événementiel et en fait, le domaine m'a plu, le job m'a plu, l'île m'a plu. Et du coup, je suis revenue en France pour mettre un peu d'argent de côté et je suis repartie l'année suivante, donc en début 2009, pardon, pour m'installer à Malte et trouver un boulot. Et voilà, je suis restée là-bas pendant 4 ans, donc j'étais expatriée à Malte. D'accord. Ouah, 4 ans là-bas ? Ouais, 4. Ça fait beaucoup parce que c'est une petite île quand même, non ? Bah oui, carrément, c'est petit et c'est vrai que sur la première année, on est encore un peu dans la découverte, mais en fin de compte, il y a pas mal de possibilités pour s'aérer et partir un peu partout en Europe. Donc ça reste une île super bien desservie en matière de vol et de transport divers. Ouais. Donc ouais, c'était un peu long, mais c'était génial. Et tu faisais quel job du coup pendant toutes ces années là-bas ? Donc j'étais chef de projet donc dans une agence d'événementiel, donc j'organisais des congrès, des séminaires, des incentives que pour des groupes d'affaires. D'accord. Et du coup après Malte, je crois que tu as fait un autre grand voyage. Oui, donc à la suite de mes 4 ans à Malte, en fait, pour être honnête, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, j'ai mes bagages professionnels, j'ai un petit CV plutôt bien bétonné pour mon âge et j'ai eu envie de tout plaquer et de faire autre chose. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné, je suis partie et je me suis envolée vers l'Asie du Sud-Est. Donc, je suis partie pendant 1 an. Donc, j'ai voyagé pendant 7 mois dans sac à dos. Ouais. Et donc, j'ai fait le tour de l'Asie du Sud-Est. Donc, à l'époque, j'étais en couple. Et donc, à la suite de ces 7 mois de voyage, avec mon copain de l'époque, on s'est installé en Thaïlande pendant 7 mois. Ok. Donc 1 an de voyage là-bas. Ouais. D'accord. Et tu avais financé ce voyage-là avec quoi ? Des économies ou... Alors voilà, exactement. Dès l'instant où j'ai eu l'idée de partir, j'ai mis de l'argent de côté, donc avec le boulot que j'avais à Malte. Et dès que j'ai atteint le budget que je m'étais fixé pour ce voyage, j'ai tout plaqué et je suis partie. Mais du coup, tu n'es pas resté en Asie, tu es reparti en France. Alors ça, c'était après. Donc j'ai eu Ouais. la partie où j'étais, comme je te disais, 7 mois en Thaïlande. Ouais. Partie pendant laquelle donc on travaillait ensemble pour cette start-up. Et à la suite de ça, oui, après je suis rentrée parce qu'on s'est séparés tout simplement. Donc je suis rentrée en France. C'était mi-2013, je crois. J'ai un peu du mal avec les dates, mais oui, je crois que c'était mi-2013. Et là, oui, donc là, je suis rentrée en France. Je suis restée 1 an et demi en France avant de repartir.
D'accord. C'était pas trop déprimé du coup de rentrer en France et en plus de plus avoir de copains? Alors si, justement, pour être 100% franche, j'avais le moral dans les chaussettes et je crois que c'est même pas assez fort pour exprimer à quel point j'étais mal à l'époque. Ouais. De se remettre d'une rupture amoureuse et d'un changement total de vie dans le sens où j'étais indépendante et en mode expat pendant presque 6 ans et du jour au lendemain se retrouver à rentrer en France, retourner chez les parents, essayer de trouver un boulot. Enfin, c'était un peu compliqué à l'époque. Du coup, t'es rentré en France, donc t'étais triste. Et du coup, t'as trouvé un boulot pendant ces un an et demi là-bas? Enfin, ici? Alors en fait, pendant les premiers mois, je ne saurais plus te dire exactement, je sais pas, entre 6 ou 7 mois, je me suis autorisée à me la couler douce parce que clairement, j'avais aucune motivation pour faire quoi que ce soit bosser, que ce soit sortir. Enfin, j'étais vraiment en mode déprimée, du coup, j'ai clairement rien fait pendant tout ce temps-là. Ouais. Et puis un jour, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de se bouger un peu les fesses. Et donc j'ai commencé à chercher du boulot, donc c'était assez fastidieux parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand-chose et il y avait vraiment rien qui m'attirait ou qui correspondait à mon profil. Et du coup, par hasard, j'ai trouvé une annonce pour un job dans un hôtel sur Roissy. D'accord. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, l'hôtel a l'air cool, c'est tout nouveau, c'est pour faire partie de l'équipe d'ouverture, c'est une équipe jeune, il y a moyen de pouvoir parler des langues étrangères. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Et puis j'avais dans la tête l'idée de me faire des contacts aussi, parce que au fond de moi, je savais et j'avais envie de repartir quoi qu'il arrive. Ouais. Du coup, j'ai tenté le coup, j'ai été prise. Et voilà, et donc j'ai bossé dans cet hôtel pendant un peu moins d'un an. Et voilà, et donc ça m'a permis de vivre une nouvelle expérience, de mettre un bon paquet d'argent de côté et de pouvoir envisager la suite. Ouais, donc si tu vivais chez tes parents et que tu travaillais, du coup, t'as pu Et oui, carrément. épargner pas mal, ouais. Bah c'est ça, voilà, tu vois, quand je venais de rentrer au début, j'étais un peu déprimée dans le sens où je me disais, mince, je retourne chez mes parents alors que j'ai goûté à l'indépendance, au fait d'avoir mon propre appart, mon rythme de vie, etc. Et en fin de compte, je me suis dit, il faut quand même pouvoir faire des concessions, et puis bon, c'est pas tant dramatique que ça, j'ai quand même un toit, j'ai des parents qui sont là pour moi, enfin, j'avais vraiment pas le droit de me plaindre au final. Et effectivement, le fait d'avoir été chez eux, oui, j'ai vraiment pu mettre de côté tout en me faisant plaisir en parallèle. Donc, c'était vraiment le cadre idéal. Bah ça, c'est cool. Ouais. Donc, t'es resté un an là-bas. Donc moi, comme je connais un peu ton parcours, je sais qu'après, tu as décidé de quitter ce job et d'aller repartir sur la route, c'est ça? Exactement. Et pourquoi, du coup, t'en avais marre de travailler ou c'était vraiment l'envie au fait qu'il faut que j'aille voyager ou Donc, effectivement, je savais que ce boulot me servirait pour mettre de l'argent de côté et repartir en voyage. Donc, en fait, j'ai réussi à mettre à peu près entre 10 et 12 000 euros de côté donc sur cette année de boulot. Okay. Et du coup, quand j'ai atteint cet objectif de nouveau, il fallait que je mette 10 000 euros de côté pour m'autoriser à partir. Je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, j'ai envie de partir, mais cette fois, j'ai envie de partir pour moi, pour me faire plaisir moi. Et puis voilà, j'aime juste tellement voyager que j'avais pas d'objectif en particulier. Je voulais juste partir, tester le voyage en solo parce que jusqu'à présent, j'étais déjà partie seule, mais sur des petits voyages, tu vois, genre des week-ends en Europe par-ci par-là, des petites semaines de vacances, pareil, en France, en Italie, en Espagne, enfin, tu vois, des destinations assez proches. Mm-hmm. Et je me suis dit, il y a des coins d'Asie que je rêve de découvrir depuis tellement longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire maintenant? J'ai de l'argent de côté, je peux me le permettre, alors let's go. Et du coup, je suis partie. Donc j'ai démissionné en février, donc c'était cette année 2015, j'ai perdu. Et en mars, donc j'ai pris mon aller simple pour partir en Inde. D'accord. Donc je suis partie en Inde début mars 2015. D'accord, ouais, donc t'as commencé fort, tu te dis ok, je vais aller toute seule en Inde quoi. Justement, c'est rigolo que tu soulignes ça parce que comme j'avais déjà fait un peu le tour de l'Asie du Sud-Est, je me suis dit bon, cette fois j'aimerais bien aller quelque part où je sais que j'aurai aucun repère, tu vois. Ouais. Je me suis dit l'Inde, j'ai entendu tellement de choses sur l'Inde.
Tout le monde essayait de me dissuader d'y aller. On me disait, mais t'es folle, pars pas en Inde toute seule, mais c'est trop dangereux, mais tu te rends pas compte, et ceci et cela. Et puis bon, j'entendais, mais j'écoutais pas vraiment ce genre de remarques. Je me suis dit, bon, ça venait beaucoup de personnes qui n'y avaient jamais mis les pieds ou alors qui se basaient sur des faits qu'on voyait à la télévision. Enfin bon, pour moi, c'était vraiment pas des choses que je devais prendre en compte. Alors oui, je savais pertinemment qu'il y avait quelques risques, mais bon, il y a des risques partout et voilà, n'importe quel voyageur me rejoindra là-dessus, je pense. On n'est pas plus en sécurité en France ou ailleurs, à une certaine mesure, évidemment. Ouais. Du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me prendre une claque. Donc, je vais aller me prendre ma claque en Inde et puis c'est parti. Et puis, j'ai envie de vivre une aventure. J'ai envie de me tester. J'ai envie de voir ce que ça va donner et de découvrir moi-même sur place si tout ce que j'entends, c'est de la connerie ou s'il y a un peu de vrai là-dedans, quoi. D'accord. Et avant de partir, justement, comme c'était la première fois que tu partais vraiment seul, loin et longtemps, c'était quoi tes sentiments à l'intérieur de toi? Est-ce que t'avais peur, t'étais excité? À quoi tu pensais avant de partir? Ah, voilà. C'était le bordel. Non, vraiment, c'était ça parce que faut savoir que même si je savais que j'allais repartir, tout ça s'est fait en moins d'un mois en fait. J'ai posé ma démission, j'ai pris mon billet et voilà, tout était déjà lancé. Il me restait plus qu'à préparer mon sac en fin de compte. Ouais. Et du coup, le jour du départ. C'était c'était comme une montagne russe en fait, si tu veux. Donc j'étais chez moi, je terminais de boucler mon sac à dos. Je me rendais compte que mon sac était vraiment petit parce que pour l'anecdote, je suis partie avec un sac de 30 litres. Je voulais voyager léger et me débrouiller avec vraiment le strict minimum. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup, mais voilà, juste pour la parenthèse, c'est carrément faisable et maintenant c'est comme ça que ça se passera pour moi parce que c'était vraiment du pur bonheur d'avoir un petit sac. C'était vraiment idéal. Je t'en parlerai plus tard si tu veux. Okay. Et du coup, ce voyage en solo, tu peux juste me dire en globalité combien de temps a duré et les pays que tu as visités? Ouais, alors je suis partie 5 mois, en sachant que j'ai passé un mois par pays. Et donc en mars, j'étais en Inde. Ensuite, je suis allée au Népal. Pardon. Ensuite en Birmanie, au Cambodge et au Vietnam. Donc de mars à juillet. D'accord, ouais, ça fait un beau. T'as vu pas mal de pays quand même. Ouais. D'accord. Et du coup, tu me disais en fait, et j'ai vu ça sur ton blog, que tu parlais beaucoup en fait du Népal et du tremblement de terre qu'il y a eu là-bas, parce que tu étais là-bas en fait quand ça s'est passé, c'est ça? Exactement. Donc j'y étais donc au mois d'avril. En fait, j'étais sur place pendant le premier tremblement de terre, qui était donc le 25 avril. Et en fait, pour la petite anecdote, 2 ou 3 jours plus tôt, j'étais dans un village qui s'appelle Bandipur. Et puis bon bref, je me promenais avec un Népalais que j'avais rencontré sur place et puis dans la conversation, je lui demande s'il arrive qu'il y a des tremblements de terre au Népal. Et alors il me répond avec certitude, non, t'inquiète pas, il y en a pas eu depuis des années, sois tranquille. Alors je me dis bon ok, je prends sa réponse, je me dis c'est un local, il sait de quoi il parle, ok. Donc on continue notre promenade. Le soir même, il y a eu un tremblement de terre, donc personne n'en a parlé parce que bon, c'était un petit, mais voilà, c'était un tremblement de terre d'intensité 5. D'accord. Et au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je pose la question le jour même, le soir même, il y en a un. Enfin, je commençais à psychoter. Je me demandais si j'avais pas halluciné ou quoi. Enfin, bref. Et donc, oui, donc il y a eu ce premier tremblement de terre. Et donc, 2-3 jours plus tard, je me dis, bon, je repasse sur Katmandou, le temps de faire quelques lessives, parce que je lavais tout le temps mon linge à la main. Donc, je me suis dit, bon, le petit luxe de faire laver ses fringues dans la capitale. Et ensuite, je voulais mettre le cap vers la zone de l'Everest pour me faire un trek dans le coin. Ok. Et donc, j'arrive à Katmandou. Donc, je me pose dans le même hostel où j'étais quand je suis arrivée au Népal. Parce que j'y étais précédemment, donc j'y suis repassée. Et là-bas, donc, je rencontre un couple de Français, donc Axel et Mathieu, très sympa. Le courant passe, on passe du temps ensemble. Et on s'entend tellement bien que je retarde mon départ. J'étais supposée repartir le lendemain. En fin de compte, je suis restée avec eux donc une journée de plus. Et ce fameux 25 avril, donc le matin, j'avais bouclé mes affaires. J'étais parée pour partir vers l'Everest.
Et puis, donc on était dans notre chambre d'auberge de jeunesse, on discutait et puis bah ça s'est mis à trembler d'un coup et en fait ce qui est bizarre c'est qu'on était chacun assis sur nos lits respectifs et au moment où ça s'est mis à trembler il y a la femme de ménage qui était en train de passer l'aspirateur et je sais pas pourquoi je me suis dit bah elle a peut-être bougé un meuble ou quelqu'un est en train de faire des travaux dehors, tu vois, des idées cons mais parce que en fait, je sais pas, c'était tellement improbable pour moi, Ouais. jusqu'au moment où ça s'est mis à trembler, mais tellement fort. Imagine-toi, juste pour te faire le scénario, on était assis en tailleur sur nos lits, et même en étant assis, on était balancé de droite à gauche tellement fort qu'il fallait qu'on se tienne au barreau de nos lits superposés. Donc je te laisse juste imaginer le truc. Enfin, c'était vraiment enfin, je sais pas. Même encore aujourd'hui d'en reparler. Enfin, c'est vraiment difficile de trouver les mots pour décrire ça. Ouais. Mais voilà. Donc c'est arrivé et voilà. Et ça m'a semblé être une éternité. Et clairement, c'était horrible. Et c'est pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si j'allais mourir en fait. Wow, Parce ouais. que, enfin, tu te rends compte que tu peux rien faire, que tu entends tous les bruits des pierres, des bâtiments qui s'écroulent dehors, tu sens ton bâtiment qui craque, tu vois les fissures se faire dans les murs. Enfin, c'est juste une vision de film d'horreur, quoi, clairement. Ouais, ça doit être impressionnant à voir et à vivre. Ouais. Et du coup, tout en est bien sorti de ce tremblement de terre, il t'a rien arrivé, etc. Physiquement, il m'est absolument rien arrivé, donc je tiens vraiment à préciser que j'ai vraiment pas envie qu'on me plaigne ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pas à plaindre. Par contre, psychologiquement, je pense que c'est une autre histoire. Je pense encore m'en sortir plutôt bien, contrairement à certaines autres personnes. Mais effectivement, encore aujourd'hui, eh ben, je suis très sensible aux vibrations, quelles qu'elles soient. Donc, je sais pas, moi, si je suis dans la rue et que un camion va passer, ça peut faire un peu bouger le sol, bah ça peut me faire un petit coup de stress ou typiquement une anecdote, je sais plus, il y a le mois dernier ou le mois précédent, donc j'étais avec un ami sur la terrasse d'un café à Paris. Et le sol s'est mis à trembler et je lui ai attrapé le bras en lui demandant c'est quoi ça et en lui demandant je me suis aperçue que c'était le métro qui passait en dessous mais mais ça tremblait suffisamment pour m'avoir fait peur, tu vois, donc oui il y a des bruits et des mouvements qui me font peur encore aujourd'hui, mais je pense que ça c'est un traumatisme soit qui s'estompera avec le temps, soit que j'aurai toujours, mais j'ai des nouvelles peurs que j'avais pas auparavant, ça c'est sûr. D'accord. Ok. Alors sur une note un peu plus positive, j'ai vu sur ton blog que tu avais fait donc au Vietnam, que tu avais acheté une moto et que tu as parcouru le Vietnam en moto pendant un mois. Exactement. En sachant que tu ne savais pas conduire de moto, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que ça me paraît assez surréaliste. Alors oui, je passe un peu pour une tarée, mais ça rend mon histoire encore plus cool, je trouve. Donc en fait, voilà. Donc pour la petite histoire, à chaque fois que je me rends dans un pays, j'essaye toujours de louer un scooter et de m'aventurer là où les touristes ne vont pas forcément. Enfin, j'aime bien être en deux roues, clairement. D'accord. Et puis, arrivé au Vietnam, je me suis aperçue que beaucoup de backpackers achetaient des motos et se faisaient leur trip et revendaient leur moto à leur point d'arrivée final. Et je me suis dit, oh, bah tiens, ça a l'air vraiment pas mal. J'ai vraiment envie de faire un truc fou. Et ben, je vais essayer. Et en fin de compte, quand je suis arrivée au Vietnam, donc j'ai commencé à regarder les annonces. Sur un site qui s'appelle Craigslist, en fait, il y a pas mal de deux roues à vendre et plein d'autres choses. Ouais. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec deux baroudeurs qui vendaient leur moto. Donc, il y avait une nana et puis un mec. Et le lendemain, donc, j'ai rencontré les deux. Donc, le premier rendez-vous... la moto, bon, j'accroche pas trop, la moto un peu en vrac, faut réparer ci, faut réparer ça. Je me dis bon, je suis pas très chaude en sachant que j'ai pas beaucoup d'expérience en termes de mécanique et encore moins en termes de conduite. Alors je me dis bon, je laisse tomber, mais en fin de compte, j'en ai profité pour tester tout simplement parce que j'avais jamais conduit de moto manuelle auparavant et je me suis dit bon, je vais quand même
tenter pour voir ce que ça donne. Gros coup de stress pour moi parce que la moto était vraiment dans un sale état et je galérais à m'accorder sur les freins, sur l'embrayage. Enfin, c'était assez chaotique. Donc j'ai eu un gros coup de chaud et je me suis demandé si encore une fois j'étais pas en train de faire une connerie. Donc bref, j'ai laissé tomber cette option-là de la première moto, mais je suis quand même allée rejoindre le deuxième qui vendait donc sa moto. Et là, coup de cœur, j'ai vu la moto en fait et elle était tellement belle et tellement bien entretenue et le mec était tellement cool. C'était un Colombien qui était en voyage avec sa femme et son frère. Et pardon. Et en fait, le mec m'a mise à l'aise tout de suite. Il m'a tout expliqué, ce qu'il avait changé, ce qu'il avait réparé, comment ça fonctionnait. Il m'a emmené en fait derrière lui pour faire un premier tour. Ça m'a permis d'écouter le bruit du moteur, de voir un peu comment l'engin tournait. Et puis bon, bah après, il a fallu que je l'essaye moi-même. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus fluide. Et je me suis sentie un peu plus à l'aise, pardon, sans vraiment être 100% sûre de moi non plus. Ok. Et je me suis dit, bon, bah écoute, moi j'ai vraiment envie de faire ce truc. Si je me lance pas, je le ferai jamais. Donc j'ai dit, ok, je te la prends. Et voilà, et $270 plus tard, sa moto était devenue mienne. Et puis bah, j'embarquais pour mon aventure le lendemain. Ok, donc et du coup t'as fait quoi, le Vietnam du Nord au Sud ou quel trajet t'as fait avec la moto? Ouais, donc je l'ai acheté donc à Saigon, donc dans le sud. Et je suis montée jusque Sapa, donc dans l'extrême nord du Vietnam, pour terminer sur Hanoï. Et en clair, en chiffres, ça fait un peu plus de 3385 kilomètres. Donc c'est vraiment une approximation du trajet dont je me suis souvenue, en sachant que même sur les étapes où je m'arrêtais, bah, je me barrais aussi en moto pour voir les endroits aux alentours. Donc ouais, j'ai fait pas mal de kilomètres. D'accord. Et t'es pas arrivé de galère, tout s'est bien passé du coup? Alors en fait, le premier jour où j'ai pris la route, donc je suis partie seule et sur à la fin de journée, j'ai crevé donc du pneu arrière. Donc ça c'était ma première galère. Donc au début j'ai un peu paniqué, mais je savais en m'étant renseignée un peu auparavant qu'il y avait pas mal de garage en chemin et que je pourrais changer ma roue assez facilement. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée sur des Vietnamiens adorables qui m'ont accompagnée vers le garagiste le plus proche. Enfin nickel. Après si bah des galères j'en ai eu pas mal, mais c'est pas des galères qui m'ont marqué négativement. Au contraire, c'était des galères d'aventure, des galères sur le moment. Si t'es un peu fatigué ou que t'en as un peu ras-le-bol, oui, ça va t'emmerder. Et en fin de compte, ça s'arrange tellement rapidement. Et les Vietnamiens ont été vraiment gentils et présents que tu vois, ça reste des super souvenirs. Alors oui, c'est la seule fois que j'ai crevé. Et après, bon, bah oui, j'ai eu des petits problèmes, fuite d'essence, fuite d'huile, des câbles d'embrayage qui ont lâché, des conneries du style, mais rien de trop grave, je pense. D'accord, ok. Non, mais c'est cool, hein, franchement. Et enfin, et quand t'as fini cette expérience en moto, qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que je pense que ça devait être aussi un challenge pour toi de le faire à la base, non? Bah ouais, carrément. En fait, j'aime beaucoup les challenges, justement, et j'aime bien me tester sur plein de choses, essayer des nouvelles choses. J'aime l'inconnu, j'aime ce que je connais pas, j'aime apprendre, j'aime découvrir. Et en fait, ce voyage, sur les premiers jours, j'étais seule. Du coup, bah, quand tu es seule, tu penses beaucoup. Donc j'ai vraiment beaucoup pensé sur ces premiers jours. J'ai croisé très peu de personnes, donc j'ai fait pas mal de kilomètres. Pour te dire une idée, bon en termes de kilomètres je saurais pas te dire, mais au niveau des heures, je conduisais entre 5 et 9 heures par jour, donc c'est assez énorme. Donc ça dépendait de mon état de fatigue et de la météo aussi, parce que j'ai pas mal conduit sous la pluie, même si on me l'avait décommandé. Bah, j'ai risqué le truc et je l'ai fait, donc c'était peut-être pas très malin parce que il y a eu des moments où oui, j'ai clairement risqué de mourir encore. Mais voilà, je l'ai fait et je le regrette pas. Maintenant, oui, donc j'avais envie de réaliser ce défi-là, et puis aussi c'était une nouvelle façon pour moi de voyager en fait, parce que jusqu'à présent, sur les 4 mois précédents, je voyageais principalement en train ou en bus.
Et je me suis dit, bon, bah, cette fois, j'aimerais bien être un peu, être libre, tout simplement. Et du coup, le fait d'avoir été en moto, j'ai clairement été libre et j'ai pu aller vraiment où j'avais envie, quand j'avais envie, et loin de la masse touristique, en fait. Ouais. Et parce que du coup, c'était la première fois que tu partais aussi loin et toute seule. Quelles sont les différences un petit peu? Qu'est-ce qui a changé par le fait que tu sois partie seule et pas accompagnée durant ce voyage de 5 mois? En fait, d'avoir voyagé seule, j'ai vraiment fait ce que moi j'avais envie de faire, quand moi j'avais envie de le faire, et ce qui me plaisait à moi, en fait. Et j'ai Ouais. tellement aimé le fait d'être 100% libre, que ce soit en termes de déplacement qu'en termes de décision. Ça m'a plu, tu vois. Enfin, je laissais tellement faire les imprévus. Il y a des moments, j'arrivais à un endroit, je me suis dit, bon, voilà, je reste tant de temps ici, après j'avise, ou au pire, je vais à tel endroit. Et en fin de compte, tu t'aperçois que tu vas tomber sur des personnes que tu vas rencontrer, et puis ça va changer complètement ce à quoi tu pensais, et tu vas pas changer tes plans, parce que, enfin, je faisais pas vraiment de plans, si tu veux. Mais ça m'a permis de savoir vraiment ce qui me plaisait moi, et de m'apercevoir que j'avais pas besoin de quelqu'un pour voyager, pour décider, pour faire ce que j'avais envie de faire. Et voilà, et justement, malgré les mises en garde par rapport au fait que je sois une fille et que je parte voyager seule, et ben, je me suis aperçue que bah non, c'est pas parce que tu es une fille que tu voyages seule que ça t'enlève des possibilités, que ça te met plus en danger que quand tu es avec quelqu'un, bien au contraire. Et non, vraiment, c'est une expérience que j'ai hâte de renouveler et que je compte renouveler. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment... je suis désolée, je me perds un peu dans mes mots Il n'y a pas de souci. pour synthétiser une réponse là-dessus. Mais ouais, clairement, c'était un gros challenge pour moi et je suis ravie de l'avoir vécu. D'accord, ok. Et à toutes celles, je vais m'adresser aux filles ici justement, qui hésiteraient à partir seules parce que on se dit que c'est trop dangereux, qu'on n'en est pas capable, qu'on a peur, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais en fait après avoir toi vécu le voyage? Qu'est-ce que tu dirais à ces filles qui hésiteraient ou qui auraient un peu peur de partir seules? Déjà, pour commencer, je pense que ça dépend des tempéraments. Parce que voilà, faut être honnête, j'aurais beau répéter 1 milliard de fois à une fille de se lancer, si elle est pas faite pour ça, bah, je pourrais rien y changer et ce sera à elle de travailler là-dessus. Mhm. Maintenant, si j'exclus cette optique-là, enfin, faut oser. Je veux dire, je reprends l'exemple du coup de la moto au Vietnam. J'étais carrément flippée de me barrer sur une moto manuelle que j'avais jamais conduit avant. J'ai appris à conduire dans le trafic d'Ho Chi Minh. Je me dis merde. Enfin, si moi j'ai réussi à le faire, je suis pas Superwoman. tu vois, j'ai pas plus de compétences qu'une autre fille. Bien au contraire. Oh, c'est vraiment juste la volonté et ce désir d'aventure et de sortir de sa zone de confort. Alors je sais, on l'entend partout et c'est un peu, ça sonne un peu cliché, mais c'est pas cliché du tout. Et je me suis sentie vivante. Clairement, c'est ça. J'ai fait des choses qui m'ont vraiment fait me sentir bien et je me suis dit waouh, mais je suis en train de faire un truc de ouf là, et j'avais le sourire tout le temps et c'était génial. Alors oui, quand tu parles seul, t'as pas que des bons moments, ça faut le savoir, mais tout ce que tu vis, ça te sert. D'ailleurs, j'en avais parlé un peu avec toi là-dessus. Tout ce que tu vis, ça te sert, que ce soit positif ou négatif. Et voilà, et s'il y a des filles qui hésitent, moi je leur dis n'hésitez pas, bien au contraire, foncez. Renseignez-vous un minimum avant de vous rendre quelque part. Mais voilà, il y a des conseils à prendre et à laisser. Donc voilà, faut se sentir prête. Et si on est prêt se dire qu'on n'a pas assez d'argent ou pas ci ou pas le temps ou pas ça, c'est des excuses bidons. Parce que si on a vraiment envie de faire un truc, on le fait. Mhm. Et voilà, faut juste pas se mettre de barrière et se dire que tout est possible. Ouais. Non mais c'est clair, je pense qu'on a pas mal discuté et on se retrouve pas mal sur tout ça. Carrément. D'accord, on va arriver vers la fin de l'interview.
Du coup, pour toi, donc tu repars bientôt là, c'est ça que tu me disais, tu comptes repartir au Vietnam, c'est ça ou... Ouais, alors en fait, pour l'instant, je vais rester quelques temps en France. Dans l'idée, sans faire de plan fixe, ce serait de retourner au Vietnam en fin d'année prochaine. Ouais. J'aimerais me refaire ce trip en moto, mais cette fois-ci du nord vers le sud, et en profiter pour aller là où j'ai pas vraiment eu le temps d'aller. Et voilà. Et ensuite, j'aimerais m'installer à Ho Chi Minh, donc dans le sud du Vietnam, et développer mon projet sur place. D'accord, ok, tu as des projets un petit peu de création d'entreprise là-bas après. Voilà, carrément. J'aimerais bien lancer mon entreprise et pour l'instant, c'est là-bas que je l'envisage. Ok, bon bah c'est cool, on dirait que le Vietnam t'a plu en tout cas. Carrément. Donc pour tous ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi, du coup, tu peux me dire un petit peu soit ton blog ou les choses où les gens peuvent te retrouver? Oui, carrément. Bah, mon blog, c'est thetravelers.com, donc avec 2 Z, un Z devant, un Z à la fin. Ouais. Et après, bah, je suis sur Twitter, un peu partout sur les réseaux sociaux, Facebook. Et clairement, n'hésitez pas à m'écrire, à regarder mon blog, à me mettre des commentaires, ce que vous voulez. J'adore échanger, j'adore discuter avec les gens, j'adore rencontrer des gens. Donc voilà, je suis carrément ouverte à tout ça. Et donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie de me parler, la porte est grande ouverte. Ok, cool. Donc voilà, allez tous sur The Travelers et vous retrouvez aussi voilà, les voyages qu'a fait Cynthia dans le passé et c'est super passionnant à lire. Merci. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation pour être sur le podcast, Cynthia. Et du coup, on se retrouve bientôt. Ça marche, à bientôt, Mickaël. Ciao. Ciao. Et voilà, l'interview avec Cynthia est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et si vous hésitiez avant ce podcast à partir voyager seul, j'espère que ça va vous donner un petit coup de boost supplémentaire. Donc voilà, je voulais vraiment remercier Cynthia d'avoir participé au podcast. Vous pouvez d'ailleurs aller voir toutes ses aventures sur son blog. Et je voulais enfin vous remercier d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui n'écoutent pas jusqu'au bout et je le sais. Donc voilà, merci beaucoup à vous et on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Ciao.